Bonjour, donc c'est le module biologie des organismes végétaux et aujourd'hui on va commencer avec le premier chapitre, le chapitre 1. C'est un chapitre qui est consacré à la présentation de l'introduction générale de ce chapitre, de ce module, comme je l'ai dit, intitulé Biologie des organismes végétaux. Bon. Le nom de biologie organismes des végétaux est une appellation moderne de ce contenu qui correspondrait plus ou moins à ce qu'on appelle botanique. Donc c'est une introduction à la botanique et à l'étude des plantes et de la biologie végétale. Donc, voyez ici, ce chapitre est composé de plusieurs parties de façon à survoler un certain nombre de points qui ne seront certainement pas abordés dans d'autres cours au cours du parcours de la licence. Donc, ils ont leur importance à ce niveau. Et c'est pour ça que ce chapitre est relativement bien développé et parce qu'il nécessite 2 séances de cours. Il sera partagé en 2 séances de cours. On va traiter dans cette première séance les 3 premiers points, puis les points relatifs à la classification systématique seront traités dans la deuxième partie du chapitre, c'est-à-dire dans le cours suivant. Bon, vous voyez, on va commencer le chapitre avec des questions qui paraissent simples et auxquelles on ne pense pas réellement. On n'y pense que quand on se les pose et dans ce cas, on voit très bien que la réponse n'est pas aussi simple qu'on le pense. Par exemple, se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une plante? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez proposer une définition de ce que c'est qu'une plante? Deuxièmement, quelle place occupent les plantes au sein de l'ensemble des êtres vivants? Autrement dit, est-ce que les plantes forment un règne ou est-ce qu'ils sont répartis sur plusieurs règnes? Vous voyez, ce sont des questions qui paraissent très simples, mais vous allez voir que ce sont des questions qui nécessitent quand même un effort de réflexion et de justification avec des petites synthèses. Pour la première question, qu'est-ce que c'est qu'une plante? Bon, la réponse que je vais présenter est une réponse composée de 2 éléments. Un premier élément ici et un deuxième élément qu'on va voir par la suite. Avant de développer la réponse, je tiens à expliquer qu'il n'existe pas une seule façon de définir les plantes. Les éléments qui constituent la réponse seront identiques, mais la forme de les présenter, de les argumenter peut différer d'une personne à l'autre, d'un auteur à l'autre. Comme c'est le cas, par exemple, de la proposition que nous allons faire ensemble dans ce cours, la définition c'est basé sur 2 éléments. Premier élément, c'est d'affirmer, c'est une affirmation. Affirmer que la plante est un être vivant. En affirmant que la plante est un être vivant à part entière, on souligne ou on sous-entend que la plante possède les caractéristiques générales communes à tous les êtres vivants. Et par là, on va rappeler quelles sont ces caractéristiques communes à tous les êtres vivants, en quelque sorte les caractéristiques qui définissent la vie par rapport à ce qui est non vivant. Le monde des vivants par rapport au monde minéral non vivant. Bon,
Et on va les résumer en 4 points. Premier point, c'est l'utilisation de l'énergie. Tout être vivant est un consommateur d'énergie, bien que la forme d'énergie utilisée est différente ou que la forme d'utilisation soit différente, mais en tout cas, la vie nécessite de l'énergie. Deuxième chose, c'est qu'un être vivant a un cycle de vie dans lequel il a un organisme qui se développe, donc qui fait de la croissance et du développement, et au cours de son cycle de vie, depuis la naissance jusqu'à la mort, cet organisme s'entretient. Donc, et ça, c'est l'une des formes d'utilisation de l'énergie pour réaliser la croissance et l'entretien. Comme tous les êtres vivants, une plante est interactive avec son environnement. L'interaction, c'est ce que j'ai appelé ici réponse à l'environnement. Quand l'environnement change, la plante s'adapte, répond à ce changement. L'environnement peut être qualifié par différents aspects. Un aspect physique, la lumière, la température par exemple, chimique, la composition de l'air, de l'eau, du sol, etc. Ou biotique, l'interaction avec d'autres éléments vivants, qui soient d'autres plantes, animaux ou d'autres types d'organismes vivants. Dernière caractéristique de la vie, c'est qu'un être vivant se reproduit. Donc, il a un cycle de vie basé sur la reproduction, qu'il soit sexuée ou asexuée, et que ce cycle de vie, ce mode de reproduction permet de faire de l'évolution. Donc, se reproduire, c'est maintenir les formes des vies et créer la variabilité et la diversité de ces formes de vie, et l'évolution, donc, c'est le mécanisme qui permet à ces formes de vie de changer, donc, et de passer par des adaptations successives à des formes de plus en plus différenciées, de plus en plus adaptées à l'environnement, et cela sur l'échelle de temps qui est longue. Donc, la plante remplit toutes ces conditions. On a alors le premier élément de notre réponse. Une plante est un être vivant à part entière. Quelle est la deuxième partie de la réponse? C'est l'autotrophie. Ça, c'est ce qui caractérise la plante et la différencie d'autres formes de vie. Qu'est-ce que ça veut dire l'autotrophie? C'est au niveau de la synthèse de la matière organique, c'est-à-dire en schématisant, en réduisant au maximum le combustible qui va être utilisé dans les métabolismes donc de l'organisme. Cette matière organique, il est obtenu à partir du minéral, c'est-à-dire la plante a besoin d'un substrat qui fournit les éléments minéraux, de l'air, c'est-à-dire du CO2 et de l'oxygène, et de l'eau, qui vont fournir donc pour le CO2 l'origine minérale du carbone, et la présence d'une source d'énergie externe. On a dit que la plante a besoin d'énergie. Ici, l'énergie, ce n'est pas un combustible organique, mais au contraire, c'est le rayonnement solaire, donc qui est d'origine aussi minérale. Avec la photosynthèse, qui est une caractéristique donc, des cellules végétales, on va, grâce aux pigments assimilateurs qui sont les chlorophylles, la plante va réaliser ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire fabriquer de la matière organique à partir des éléments minéraux dont on a parlé. Et c'est pour ça qu'on parle d'autotrophie. La plante est autotrophe énergétiquement. Il a besoin donc d'une forme d'énergie et d'éléments minéraux pour fabriquer de la matière organique. Et donc là, on a
le deuxième terme de notre définition. Donc, la plante est un organisme vivant, première partie. Deuxième partie, autotrophe, et on peut alors parler de photo-autotrophie, tout simple. Ou, si on veut être encore plus précis, on va dire photo-litho-autotrophie pour rappeler les différents éléments justifiant l'appellation d'autotrophe. Photo, c'est pour l'origine de l'énergie, qui est la lumière. Litho, c'est le monde minéral à la source du carbone et des éléments minéraux. Donc, autotrophie, donc, qui est réalisée par la photosynthèse. Donc, là, on a la définition. Bien sûr, ce n'est pas la seule unique définition, ce n'est pas la seule forme de définir une plante, mais c'est la façon dont on a choisi dans ce cours, car il est synthétique, il se base sur un raisonnement qui nous paraît logique. La plante, un organisme vivant, il faut justifier pourquoi il est considéré comme vivant, et autotrophe, justifier pourquoi on le qualifie d'autotrophe. Deuxième chose importante dans cette introduction, c'est dans le premier élément, donc, et en complément à la question sur la définition, c'est quelle place occupent les plantes parmi les êtres vivants. Autrement dit, on va aller pour répondre à une question, est-ce que les plantes constituent un règne ou plusieurs règnes, et pourquoi? Donc, dans le cadre de l'évolution des connaissances et de l'histoire des connaissances, jusqu'au 19e siècle, il était admis que le monde vivant était partagé entre deux règnes, animal et végétal, et cette séparation se basait sur certaines caractéristiques comme le comportement, la photosynthèse, donc l'autotrophie, et la structure cellulaire, l'organisation des organismes. Donc, jusqu'au XXe siècle, donc fin 19e, au cours du 19e, quand la microscopie a fait son apparition, qu'on a découvert les êtres vivants microscopiques, unicellulaires par exemple, la vision du monde vivant a changé. Et cette opposition entre deux règnes a été abandonnée et une vision à plusieurs règnes s'est installée, donc en parallèle avec l'évolution de la connaissance des sciences et de la vie. Donc, plusieurs règnes, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs classifications, donc il y a plusieurs auteurs qui ont proposé des synthèses avec différents nombres de règnes allant jusqu'à 7 règnes. Et pour ce cours, j'ai choisi celle-là qui est relativement ancienne, c'est celle de Whittaker en 1969 et qui se limite à 5 règnes parce que je la trouve du point de vue didactique et pédagogique bonne et aussi assez facile à comprendre et à argumenter. Donc, cette distinction, donc, comme je l'ai dit il y a un moment, c'est faite grâce à l'évolution des sciences de la vie et des connaissances. Donc, on se base sur d'autres critères que le comportement et l'autotrophie, au type d'organisation cellulaire, unicellulaire, pluricellulaire, avec noyau, sans noyau, sur le mode de nutrition, autotrophie, hétérotrophie avec ingestion, absorption, etc., le mode de reproduction sexuée, asexuée,
dans la reproduction sexuée, quel type de cycle associé, etc. Et aussi au niveau des structures et des fonctions caractéristiques de l'organisme. Donc, on s'est basé sur une classification multicritère. Bon, voilà un aperçu sur différents types de classifications possibles. Vous voyez ici la classification à 5 règnes que j'ai utilisée, donc avec les Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. Donc, 5 règnes. Voilà, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Bon, ici, une première, une remarque, et qu'on va donc discuter dans la deuxième partie du chapitre, c'est la langue qui est utilisée. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Vous voyez très bien que ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais, c'est le latin. Le latin, c'est une langue morte, mais c'est une langue scientifique utilisée dans la taxonomie, la systématique, d'une manière générale, que ce soit pour les plantes, les animaux ou autres êtres vivants. Donc ça, on va y revenir dans la deuxième partie quand on va parler de la systématique et de la taxonomie, deuxième partie de ce chapitre. Voici une explication un peu plus approfondie sur la justification de la division en 5 règnes et sur la base de laquelle on va répondre à notre question. Est-ce qu'il y a un seul règne pour les plantes ou est-ce que les plantes sont divisées dans plusieurs règnes? Donc, on va voir rapidement les caractéristiques de chaque règne. Donc, pour les Monera, c'est des prokaryotes, donc c'est une organisation de la cellule primitive, donc qui ne possède pas de noyau, qui ne possède pas de compartimentation intracellulaire et qui fait seulement de la reproduction asexuée. Donc, chez les Monera, c'est des prokaryotes. Donc, tout le reste, ce sont des formations eucaryotiques, c'est-à-dire des cellules plus évoluées avec noyau et compartimentation, des fonctions à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme structure vivante ou forme de vie dans les Monera? Il y a les bactéries et les algues bleues. Pourquoi on les a différenciées ici? C'est par rapport à leur nutrition. Donc les bactéries sont hétérotrophes alors que les algues bleues cyanophycées possèdent des pigments photosynthétiques et ce sont donc des êtres vivants autotrophes. Donc, vous voyez ici, bactéries absorption, les algues bleues, c'est la photosynthèse. Et c'est les formes de vie les plus anciennes qui ont existé sur la Terre. C'est les formes de vie primitives. Les autres, donc eucaryotiques, les formes unicellulaires, sont très hétérogènes par le type d'organisation, par les formes, etc., mais surtout par leur mode d'alimentation et dans lesquels on va reconnaître deux types de protistes, des protistes autotrophes, c'est-à-dire qui font de la photosynthèse, et des protistes hétérotrophes qui font de l'absorption de l'ingestion, c'est-à-dire qui ont besoin de carbone organique. Les fungi, c'est un groupe un peu à part. Ils sont eucaryotiques, comme les protistes. Ils peuvent être unis ou pluricellulaires, mais ils sont hétérotrophes. Ils sont hétérotrophes, mais ils ont, sur le plan de l'organisation de la cellule, une forme qui ressemble ou qui s'apparente plus
à celle des plantes, donc avec une paroi scolytique. Mais comme vous voyez, ils sont hétérotrophes, ils ont une forme d'absorption, d'alimentation par absorption. Les plantes, donc, sont des formes eucaryotiques pluricellulaires et clairement autotrophes, donc c'est les algues et les plantes supérieures parce qu'elles font de la photosynthèse. Et restent les animaux, c'est des formes d'organisation de vie eucaryotique pluricellulaire, mais hétérotrophes qui ne possèdent pas les plaques, qui ne possèdent pas les parois cellulaires comme les formes végétales. Bon, ainsi défini, et première chose qui ressort, si on revient à la définition des plantes comme des êtres vivants, donc autotrophes, c'est le cas des algues bleues chez les Monera. C'est le cas des formes autotrophes par photosynthèse chez les protistes. C'est le cas chez les plantes. Donc au sens strict, si on veut répondre à notre question, il n'y a pas un règne de plantes. Mais les plantes sont réparties au moins et au sens strict de la définition sur trois règnes, les Monera, les Protista et les Planta. Les fungi, donc bien qu'ils soient hétérotrophes, représentent plus d'affinité avec les plantes qu'avec les animaux ou les autres formes de vie en ce qui concerne leur organisation cellulaire. C'est pour ça que sens large, on rattache les champignons aux plantes. Donc, deux réponses possibles. Sens strict, Monera, Protista, Planta. Trois règnes. Sens large, quatre règnes. Monera, Protista, Fungi, Animal. Donc, 4 sur 5. Donc, finalement, les formes de vie qui représentent les plantes sont réparties sur plusieurs règnes, ce qui veut dire qu'ils ont des structures, des formes d'organisation bien diversifiées et qui correspondent à différents types d'organisation des organismes vivants. Donc ça, c'est la réponse que je viens de conclure à partir de l'interprétation du tableau comparatif. Maintenant, une question intéressante qui complète un peu la première. On a défini les plantes, quelle est leur place dans au sein des formes de vie, au sein des êtres vivants. On est en droit de se poser une deuxième question. Quel est l'intérêt des plantes? Pourquoi les plantes sont-ils si importantes à connaître, à étudier? Pourquoi il faut faire un grand effort de recherche et pour améliorer, approfondir la connaissance des plantes? Ben, c'est une question elle-même qui conséquente au rapport de l'homme par rapport à la nature. Donc, c'est ce qu'on peut appeler l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que l'homme se considère pas au centre de la vie et qu'il n'attache d'importance que ce qui est utile ou important à lui. C'est l'anthropozocentrisme, c'est-à-dire l'homme étant un animal, il donne plus d'intérêt à ce qui lui ressemble le plus, c'est-à-dire aux formes de vie les plus apparentées à l'homme. Donc là, on parle d'anthropozocentrisme. C'est pour ça qu'on va voir l'intérêt des plantes ou leur importance par cet angle, c'est-à-dire par rapport à l'homme et sa vision de la vie des formes vivantes. Une petite parenthèse, c'est que pour les scientifiques, normalement, cette question n'a pas lieu d'être. Les plantes étant des êtres vivants, ça suffit pour le rendre
leurs connaissances utiles. La science a pour obligation, a pour mission de connaître, d'approfondir la connaissance et de la transmettre de toutes les formes de vie, sans exception. Donc, du point de vue naturel, cette question n'a pas d'intérêt ou n'a pas d'importance. Bon, la question étant posée, on va répondre. La réponse, c'est 2 niveaux. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la forme de vie dominante sur la planète. Et on va voir comment et pourquoi. Deuxièmement, et ça c'est en relation avec l'anthropocentrisme, parce que les plantes ont des utilités évidentes pour l'homme et pour la civilisation ou les civilisations humaines. Première réponse, forme dominante de la vie sur une planète, comment? Quantitativement, du point de vue quantitatif. C'est les organismes les plus abondants, les plus apparents, c'est-à-dire les plus évidents dans la nature. Pour se rendre compte, c'est aussi simple à constater. Il faut voir un paysage naturel. Tant que vous avez devant vous un paysage naturel, qu'il est le aimant vivant dominant qui constitue 99% du paysage observé, c'est les plantes, c'est ce qu'on voit à première vue. Après, les autres formes de vie sont à l'intérieur de ce paysage constitué par les plantes, donc quantitativement, par la fréquence, par la dominance, par le nombre, parce que tout indicateur qu'on peut utiliser, c'est la forme dominante. Ensuite, qualitativement, c'est pas seulement quantitativement, qualitativement. Pourquoi? Parce que les autres formes de vie ne peuvent pas exister sans la préexistence des formes végétales, tout simplement parce qu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire, ce sont les producteurs primaires, donc qui vont mettre à disposition la nourriture pour les consommateurs et les décomposeurs, donc qui vient ensuite dans la chaîne alimentaire. Autre chose, c'est qu'au-delà de cette fonction au niveau de la chaîne alimentaire, c'est que les plantes, par leur association, par leur dominance quantitative, sont à l'origine des habitats, constituent le fondement des habitats des animaux. Et au-delà des habitats, ils peuvent modeler les climats. Ainsi, au niveau des grandes zones biogéographiques, en faisant des coupes, comme vous l'avez déjà étudié dans les cours de géographie, depuis l'équateur jusqu'au pôle, nord ou sud, comme vous voulez. Donc, on a une succession de zones qui correspondent à des zones climatiques. Par exemple, le climat tropical correspond à la forêt tropicale, à la végétation tropicale, et ils sont liés l'un à l'autre. On ne peut pas avoir un climat sans forêt tropicale et inversement. Donc, vous voyez, cette fonction importante au niveau de création des habitats et des climats. Donc ça, c'est en ce qui concerne la forme dominante des plantes. Maintenant, les utilités. Eh bien, l'utilité par l'homme, ils sont nombreuses et variées. Bon, la principale, c'est la nourriture. Et la fonction de nourriture des plantes est à l'origine même de civilisations humaines, parce qu'on parle de dans l'histoire des civilisations et dans l'histoire tout court des premières sociétés civilisées humaines, c'est grâce à l'invention de l'agriculture et à la sédentarisation de l'homme. Et l'agriculture, donc, c'est produire de la nourriture. Et ça continue encore. L'une des utilités importantes de l'homme, c'est que les plantes constituent une grande
partie de l'alimentation de l'homme sous différentes formes, donc céréales, légumes, fruits, etc. Il n'y a pas seulement la nourriture, mais il y a aussi des usages différents. On va prendre l'exemple des fibres végétales comme le coton et le lin, qui sont coton et lin, sont utilisés pour le textile, c'est-à-dire pour produire des tissus dont les fibres sont d'origine végétale. Le coton, c'est une plante, le lin, c'est une plante, et les fibres issues de ces plantes, donc le coton, c'est une espèce, le lin, c'est une espèce, donc les fibres extraites des organismes de ces espèces permettent de tisser des textiles, des tissus. Et disons-le, jusqu'au XXe siècle, l'essentiel des fibres était végétal, mis à part la laine qui était une fibre d'origine animale. Après, donc, au cours de la révolution industrielle et le développement de la chimie de synthèse, il y a de nouvelles fibres synthétiques de l'industrie chimique qui vont être utilisées comme les polyamides, l'acrylamide et donc le nylon, etc. Il y a aussi d'autres utilisations. Le papier que nous utilisons pour l'écriture, ce sont des fibres de cellulose, donc produits non par synthèse, mais par transformation industrielle et chimique de bois des végétaux. Il y a aussi l'utilisation comme matériaux structuraux pour la construction, pour le mobilier, c'est l'exemple du bois et du liège. Il y a ce que tout le monde connaît et qui est toujours important, c'est que les plantes fournissent les éléments importants pour la médecine et la production des drogues. Dans l'histoire, c'est un peu l'évolution parallèle par rapport à ce que je dis aux fibres, jusqu'au développement de la chimie de synthèse et la possibilité de synthétiser chimiquement des molécules comme médicaments. Donc, l'origine des principes actifs utilisés, ce sont donc les plantes. Il y a en faculté, par exemple, de pharmacie, la botanique et la phytochimie constituent des matières essentielles dans le parcours de formation, donc des pharmaciens par exemple, jusqu'à maintenant. Comme source de combustible, donc la biomasse ou le bois, c'est quelque chose que vous connaissez très bien pour le bois de feu, et la biomasse aussi utilisée dans des processus, que ce soit par le feu ou par fermentation. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que les sources d'énergie fossiles comme le pétrole ou le charbon correspondent à de la biomasse végétale fossilisée au cours des temps géologiques. Ce sont d'anciennes forêts de l'ère primaire qui, au cours du temps, sont transformés, donc naturellement, en combustible. Et il faut aussi souligner que les productions végétales sont importantes pour le commerce mondial au même titre que les produits industriels ou autres activités économique. L'importance des céréales, du café, du thé, du tabac, du chocolat, les épices, etc. Dans le commerce mondial n'est pas donc à démontrer ou à expliquer. Hein. Ça représente des pourcentages importants du
commerce mondial et pour certains pays, c'est les sources donc de revenus essentiels des économies nationales. Donc, voilà. On va passer au dernier point qu'on va traiter dans cette première partie, c'est la biodiversité des plantes et son importance. Bon, on va revenir sur le concept de diversité biologique, c'est synonyme à biodiversité pour le définir. Le terme de diversité biologique, comme vous le savez tous, est un terme qui est entré dans l'actualité et dans le quotidien et qu'on utilise au-delà du champ du savoir scientifique ou culturel au champ public et notamment au niveau de la politique, que ce soit politique à l'échelle nationale ou internationale, d'où l'importance de cette biodiversité qui devient donc au-delà de son intérêt pour la connaissance, pour la science, à un enjeu politique à différents niveaux. Donc la définition est relativement simple. Première chose à ne pas oublier et à ne pas ignorer, c'est que la diversité s'entend à différents niveaux et non seulement à un seul niveau comme le pensent d'une manière générale les gens. Le niveau le plus global, c'est le niveau des écosystèmes, donc la diversité des écosystèmes. Donc, c'est un niveau d'organisation supérieur, intégrateur, dans lequel on va trouver le deuxième niveau, le niveau de la diversité des espèces, et c'est le niveau qui est le plus connu par le grand public, et c'est le niveau auquel se résume souvent la diversité biologique, puisqu'on essaie de la mesurer par la richesse spécifique, donc le nombre des espèces, et qui est une façon très réductrice de parler de la diversité biologique. Donc, je répète, un niveau supérieur intégrateur, les écosystèmes, un niveau inférieur à celui-là, celui des espèces, et un niveau encore inférieur à l'espèce, au sein de l'espèce elle-même, c'est la diversité génétique au sein de la même espèce. Et ces trois niveaux sont différents. Toute perte de la diversité génétique au sein de l'espèce menace l'espèce elle-même, donc a une action sur la diversité des espèces. Donc, perte de la diversité génétique menace la diversité spécifique. Et toute perte de la diversité spécifique menace les équilibres et le maintien de la diversité des milieux, et vice-versa. Donc, ça va dans les deux sens. La Convention sur la diversité biologique, c'est un contexte de législation internationale qui oblige donc les États signataires à protéger la biodiversité dont ils sont responsables dans leur pays. Cette convention sur la biodiversité a été initiée dans le sommet de la Terre à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 avec les premiers États signataires. Actuellement, le nombre d'États qui ont signé cette convention est d'environ 193 pays, dont le Maroc, bien sûr. Cette convention montre ce que j'ai dit dans la présentation de la biodiversité, que ça devient un enjeu mondial et un enjeu de politique mondiale.
Donc là, je ne vais pas développer ces aspects, mais c'est important à connaître. Maintenant, essayons de matérialiser par des chiffres ce que représente la biodiversité pour certains, ou que représentent certains groupes d'êtres vivants pour la biodiversité au niveau pour le deuxième niveau, c'est-à-dire celui de la diversité spécifique. D'accord? Donc, vous avez ici un tableau qui donne une approximation du nombre d'espèces connues, c'est-à-dire recensées, connues, identifiées actuellement au niveau des connaissances actuelles. Et vous avez tout de suite une colonne parallèle dans laquelle on a le nombre d'espèces potentielles. C'est important d'avoir cette approche, de savoir premièrement que la connaissance du monde vivant n'est pas entière, n'est pas complète, n'est pas terminée et qu'il y a encore beaucoup de groupes ou de formes de vie qui nécessitent un grand effort pour les connaître, pour les inventorier. Donc, je vais prendre quelques exemples. L'exemple chez les plantes pour les champignons. Donc, à l'échelle mondiale, environ 72 000 espèces connues, alors qu'on estime qu'il y a entre 1 à 2 millions. Donc, ce qui veut dire que ce qui reste à connaître est beaucoup plus important que ce qu'on connaît actuellement. La même chose pour les algues. Presque, on connaît qu'un dixième des algues actuellement. 40 000 espèces sur 400 000 supposées. La connaissance des plantes supérieures est meilleure. Donc 270 000 sur 320 000. Bon, ça s'explique parce que, premièrement, parce que j'ai expliqué dans le point précédent par l'importance et l'utilité des êtres vivants, parce qu'ils forment l'environnement dans lequel vit l'homme, parce qu'ils sont utiles à l'homme, donc la curiosité, la connaissance est supérieure. Ça, on le vérifie aussi chez les animaux. Si on prend les mammifères, qui est le groupe d'animaux le plus proche de l'homme, donc vous voyez presque que la connaissance est totale. C'est un peu la même chose pour les oiseaux, pour les reptiles, pour les amphibiens, etc. Alors que pour d'autres groupes, les insectes, on a une situation complètement inversée. On connaît presque, disons, 950 000, disons 1 million d'insectes, alors qu'on considère qu'il y a 8 millions d'insectes. C'est le groupe le plus diversifié au niveau de la planète. D'ailleurs, on peut faire la remarque suivante, que peut considérer que la planète Terre, c'est une planète d'insectes parce que c'est le groupe le plus diversifié et qui occupe pratiquement tous les types d'écosystèmes qui existent sur la Terre. Bon, ça c'est un peu un complément au tableau et qu'on montre d'une manière graphique l'état de connaissance des formes de vie et aussi l'effort qui reste à faire pour améliorer notre connaissance. Ceci nous amène à faire un petit spot ou un petit focus sur la situation nationale pour juste fixer, avoir une idée par rapport à ces chiffres globaux qui sont les chiffres locaux, la biodiversité au niveau quantitatif, au niveau de la richesse spécifique pour les groupes de végétaux. Bon, on estime la flore terrestre à environ 7000 espèces et la flore marine, c'est-à-dire les algues, à seulement 500 espèces. Cette différence n'est pas représentative de la réalité, mais correspond seulement à une sous-estimation de la connaissance des algues parce qu'ils sont moins étudiés
et parce qu'ils ont suscité moins d'intérêt que la flore terrestre. 7000 espèces de la flore terrestre dans lesquelles il y a 820 espèces de champignons supérieurs, 766 espèces de lichens, 350 espèces de bryophytes et 4500 espèces de plantes vasculaires, c'est-à-dire ptéridophytes et phanérogames. Donc, 4500, c'est un chiffre important, puisque à l'échelle de la Méditerranée, et je précise au niveau de la zone méditerranéenne, de tout le bassin méditerranéen, c'est la deuxième flore la plus diversifiée après celle de la Turquie. Mais il faut préciser qu'on parle de zone méditerranéenne, c'est-à-dire si on veut comparer la flore marocaine qui est intégrée dans l'éco-région méditerranéenne, il ne faut pas la comparer à toute la flore espagnole ou toute la flore française, italienne, etc., mais seulement à la partie méditerranéenne, donc pas la zone tempéro-atlantique, espagnole, française, italienne, etc. D'accord? Donc sinon, cette comparaison ou cette classification comme deuxième flore plus importante ne tient pas. Seulement quand on considère la flore méditerranéenne. Donc, c'est la connaissance de la flore pour les plantes supérieures est relativement bonne, alors qu'il y a un effort encore à faire au niveau des végétaux inférieurs terrestres et aussi pour la flore marine, pour les algues. Bon, là, j'ai donné l'aspect dans ces chiffres de la richesse au niveau quantitatif pour la flore, en termes de nombre d'espèces. On a dit c'est le deuxième niveau. Là, je vais essayer de donner un aperçu sur le premier niveau, c'est-à-dire les écosystèmes, et j'ai choisi l'exemple des écosystèmes forestiers. Donc, il existe d'autres types d'écosystèmes, bien sûr, autres que les écosystèmes forestiers. Il y a les zones humides, il y a bien d'autres types d'écosystèmes à considérer. Mais là, on a pris comme exemple les écosystèmes forestiers pour montrer qu'il y a une grande diversité de types de forêts, donc d'écosystèmes forestiers naturels. On parle ici de végétation naturelle spontanée. On ne parle pas des reboisements ou des forêts qui sont plantées par l'homme. Ça, c'est ce qui existe naturellement. Vous voyez, ici, ils sont classés par ordre d'importance. Il y a le chêne vert qui représente presque 30% des superficies des forêts marocaines, mais surprise, vous voyez ici, on parle d'écosystèmes classés forestiers, mais ce ne sont pas des forêts d'acacias, ce sont des steppes d'acacias sahariennes qui sont réparties sur des superficies énormes, mais à faible densité. Il y a différentes espèces d'acacias. Donc, et vous voyez, l'argane, 18%, c'est l'arganier. C'est une espèce endémique vraiment très particulière au niveau du Maroc parce que, en plus d'être endémique, c'est une espèce relictuelle. Endémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une espèce et l'écosystème associé à cette espèce n'existe nulle part au monde qu'au niveau au Maroc, sur une zone géographique délimitée, donc grossièrement entre le Souera sur le plan atlantique, sur la côte, jusqu'au sud de Tiznit, et vers l'intérieur, dans la plaine du Souss, au-delà de la région de Taroudant, par exemple. Hein, c'est une schématisation grossière de l'aire de répartition de l'arganier. Bon, j'ai dit endémique, ça c'est pour expliquer. J'ai dit relicte, c'est-à-dire c'est un témoin du passé de la végétation.
Donc, et ça, on peut s'en rendre compte, par exemple, au niveau de la classification de l'espèce. L'arganier, c'est le seul représentant d'une famille et d'un genre. Quelle est la famille? C'est les Sapotacées. C'est une famille qui est représentée au Maroc par un seul genre, Argania, et par une seule espèce Argania spinosa. Où se trouvent les Sapotacées actuellement? Les Sapotacées, c'est une famille tropicale. Donc, c'est une espèce qui appartient à une famille plus adaptée à des formes de climat qui n'ont rien à voir avec les climats actuels. Donc, ils témoignent d'un passé ancien dont sont installés sous des climats et dans des conditions qui n'existent plus, mais qui se sont maintenues. Puis il y a le tuya, le chêne-liège, les genévriers, les cèdres, les pins. Vous voyez, bon, le chêne-liège, le tuya, c'est une espèce, les genévriers, c'est plusieurs espèces. Le cèdre de l'Atlas, c'est une espèce. Les pins, il y a plusieurs types de pins, puis il y a les chênes caducs, il y a plusieurs espèces de chênes caducs. Le sapin, c'est encore un exemple d'espèce endématique qu'on peut considérer aussi de la même façon que l'arganier, et endémique et relectuel. Donc, endémique, il existe dans un seul spot, dans deux montagnes, Tel Assemtan, si on veut simplifier, dans la région de Chaoun, et Tazaout, un peu derrière, au sein de la même aire, dans le parc national de Tel Assemtan. Et c'est une espèce relicte qui témoigne d'une période plus récente au niveau des mouvements de végétation suite aux dernières glaciations où le nord de Maroc a servi comme l'un des refuges de la végétation. Donc, pendant les dernières glaciations. Donc, puis il y a d'autres espèces qui constituent des forêts, mais qui ont une représentation moins importante. Vous voyez donc, rien qu'avec cet exemple des écosystèmes forestiers, vous voyez une grande diversité par les types différents, mais aussi qualitatifs, pas seulement quantitatifs, parce qu'ils ont un intérêt pour la biodiversité au-delà de la biodiversité mondiale, mais aussi pour la biodiversité mondiale, globale, et cela explique pourquoi il y a différentes zones au Maroc qui sont considérées comme des points chauds de la biodiversité à l'échelle mondiale. Pour vous familiariser avec les plantes marocaines et la flore marocaine, il existe actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années ou pendant la période où j'étais moi-même étudiant. Donc, il y a des flores. Ici, les flores, ce sont donc des ouvrages techniques qui permettent d'inventorier et en même temps de donner des clés ou des moyens d'identification des différentes plantes. Je cite ici la flore pratique du Maroc qui a été sous la direction de deux collègues de l'Institut scientifique de Rabat, c'est Mohamed Bentatou et Sefnan. Et le deuxième ouvrage qui est plus un catalogue, flore vasculaire du Maroc, un catalogue avec les chorologies, avec les aires de répartition d'espèces, donc coordonnées par les mêmes auteurs. Et ce catalogue qui concerne seulement la partie nord du Maroc et qui a été réalisé par une équipe avec des Marocains de l'Institut agronomique de Rabat, comme Serge Dali, aussi Qadmiri, et une équipe internationale espagnole et anglaise. Il existe aussi des ouvrages qui présentent les écosystèmes, comme celui de Feu Abdelmalek Ben Abid, donc Flore et écosystème du Maroc,
qui est à la portée et que les étudiants peuvent consulter, lire. Il est moins technique et aussi il est moins cher. Je pense qu'il ne dépasse pas 200 dirhams. Il a été édité au Maroc dans les éditions Ibis et je pense que ça existe des exemplaires dans la bibliothèque, mais ils peuvent se permettre de l'acheter. Cet ouvrage de Mhérit et Philippe Blaireau sur les forêts marocaines est un très bel ouvrage, mais avec une qualité d'édition, avec des photos et une autre qualité, enfin disons d'édition de luxe. Il est plus cher, plus de 1000 dirhams dans les éditions Maradaga, mais ce sont des beaux ouvrages qui donnent une bonne présentation des écosystèmes et de la flore marocaine et qui est accessible pour non seulement des spécialistes, mais pour le grand public. Je m'arrête à ce niveau pour cette première partie. On va continuer la deuxième partie à partir de la classification des plantes.